Il était un officier de la marine britannique et un explorateur polaire qui a mené 2 grandes expéditions en Antarctique. Entre 1901 et 1904, il est à la tête de l'expédition Discovery, qui va rencontrer un vif succès. Il a démontré toutes ses qualités de meneur. Ses recherches scientifiques lui valent alors une grande renommée. Entre 1910 et 1913, il organise la fameuse mission Terra Nova dans le but d'être le premier homme à atteindre le pôle sud. Cette expédition va signifier la fin de ses aventures, alors que lui et ses hommes ne survivront pas aux dures conditions du cercle polaire. Voici l'histoire d'un homme qui est demeuré dans les mémoires au Royaume-Uni, le capitaine Robert Falcon Scott. Robert Falcon Scott est né le 6 juin 1868, près de Plymouth en Angleterre. Robert Falcon Scott était le 3e de 6 enfants de John Edward Scott et Anna Scott. Son père était un ancien officier militaire, devenu brasseur et homme d'affaires. Son père gérait une brasserie prospère et la famille vivait dans une grande maison appelée Outlands. Mais à partir de la fin des années 1870, les affaires des Scott vont commencer à décliner. John Edward Scott finit par perdre sa brasserie. Il est dans l'obligation de vendre la maison familiale. Ce revers de fortune pour la famille Scott va influencer Robert, qui dès ses 13 ans va débuter une carrière dans la Royal Navy comme cadet à bord du HMS Britannia. À 18 ans, Scott devient le principal soutien financier de sa famille, ce qui le pousse à rester dans la marine et à chercher à progresser. Sa carrière navale est en partie dictée par les besoins économiques de la famille. Il mène une carrière où il cherche à gravir les échelons, mais de façon discrète. Il se distingue par une discipline et des compétences techniques. Il suit une formation poussée sur la navigation, les mathématiques et la discipline navale, ce qui va lui servir plus tard dans ses aventures. Il n'est pas exceptionnel, mais il est sérieux. Il sait où il veut aller, et quand la chance va lui sourire, il saura la saisir. Avant de devenir explorateur, Robert Falcon Scott a mené une belle carrière dans la Royal Navy. À l'âge adulte, il va servir sur différents bateaux. Il se spécialise progressivement dans les torpilles, une technologie militaire nouvelle à l'époque, ce qui l'amène à devenir officier torpilleur, une fonction technique et stratégique. À cette époque, il n'envisage pas de devenir un explorateur. En 1887, il fera la rencontre d'un homme qui va influencer sa vie tout entière. Sir Clements Markham, le président de la Royal Geographic Society, qui voit en Scott des qualités de meneur. Scott vient de faire l'une des rencontres les plus importantes de sa vie. Markham prend des notes et le moment venu, il fera signe à Scott pour devenir chef d'une grande expédition. Durant les années 1890, Scott suit des cours au Royal Naval Torpedo School à Portsmouth. Ses connaissances dans l'utilisation de technologies navales en font un excellent candidat pour un poste de commandement scientifique. En 1897, le décès de son père laisse sa famille dans le besoin. Il en devient le principal soutien financier, ce qui le pousse à rechercher des promotions pour améliorer ses revenus. Scott demeure ouvert à toute proposition. Sir Clements Markham va être celui qui va lui offrir des avantages pécuniaires et une vie d'explorateur qui va faire sa renommée.
Sir Clements Markham a été l'une des personnes les plus importantes dans la vie de Robert Falcon Scott. Les deux hommes nourront une relation paternelle qui ne se démentira jamais. Markham est né en 1830. Il était un ancien explorateur, géographe et président de la Royal Geographic Society. Markham avait une obsession dans sa vie, l'exploration de l'Antarctique et le désir de voir un officier britannique de l'Empire accomplir de grandes premières dans cet endroit inhospitalier pour l'homme. L'exploration était une chose sacrée pour lui. Le but était noble, en plus de recherches indispensables pour la science. Markham avait gardé un bon souvenir de sa première rencontre avec Scott. Il avait été frappé par son calme et sa discipline. Il avait noté à l'époque qu'il se voulait un excellent candidat pour mener un jour une expédition. Il avait noté que le jeune homme était modeste, intelligent et plein d'énergie. En 1899 et 1900, Markham cherche un chef d'expédition pour mener la première expédition britannique en Antarctique depuis l'explorateur James Clark Ross. Il propose à ses amis scientifiques le nom de Robert Falcon Scott, un homme inconnu qui mène une carrière dans la Royal Navy. Malgré les doutes de ses amis et les noms qu'on lui soumet pour un tel projet, Markham n'en démord pas. Falcon Scott est son homme. Il est convaincu qu'il a les atouts nécessaires pour cette dangereuse expédition. Sir Clements Markham est l'initiateur principal de l'expédition Discovery qui a eu lieu entre 1901 et 1904. Cette expédition était des plus ambitieuses. En plus d'explorer, diverses expériences scientifiques ont été menées, en plus d'une revendication territoriale. Sans Markham, rien n'était possible. Cette grande aventure n'aurait jamais eu lieu et Falcon Scott ne serait jamais devenu l'explorateur avec une renommée qui va dépasser les frontières de l'Angleterre. Depuis 1841, avec l'expédition de James Clark Ross, l'exploration de l'Antarctique par les Britanniques avait cessé. Markham rêvait depuis longtemps ce retour vers ces contrées sauvages. Depuis plus de 10 ans, il militait sans cesse pour une grande expédition, organisée de longue main, avec un but scientifique et bien sûr d'amener un prestige pour l'Empire britannique. La compétition des Norvégiens et des Allemands exaspérait Markham, qui voulait refaire une réputation pour son pays. En 1899, l'expédition Discovery est en construction. Markham est le grand cerveau de l'organisation. Il supervise personnellement la construction du navire Discovery, construit à Dundee, spécialement pour résister aux glaces antarctiques. Il insiste pour que le navire soit en bois, fidèle à la tradition britannique, bien que ce choix sera plus tard critiqué, car le bois est fragile face aux glaces. Robert Falcon Scott est son chef de mission, mais Markham demeure le grand chef. Il choisit même les membres de l'équipage et surtout, il est un véritable mur de protection autour de Scott. Il le protège comme un fils et lui voue une confiance aveugle. Pour Sir Markham, cette expédition est avant tout une entreprise de prestige. Même si elle se veut scientifique, elle demeure sous le commandement d'un officier britannique et non pas d'un scientifique. Il défend l'expédition à la moindre critique, que ce soit pour l'organisation, la santé des hommes ou Falcon Scott. Markham est là pour calmer et préserver l'image de cet important projet. Il demeure l'âme de cette expédition et l'ombre bienveillante de Falcon Scott.
L'expédition Discovery est organisée conjointement par la Royal Geographic Society et la Royal Society. L'objectif principal est l'exploration scientifique de l'Antarctique et tenter de s'approcher au plus près du pôle Sud. Son but est aussi d'affirmer une présence britannique dans les grandes explorations polaires face à la Norvège et à l'Allemagne. Le RRS Discovery, un navire en bois conçu pour l'expédition polaire, est dirigé par le capitaine de frégate Robert Falcon Scott. Ernest Shackleton, troisième officier, et Edward Wilson, médecin et zoologiste, sont auprès de lui. 50 hommes forment l'équipage du Discovery qui quitte l'Angleterre le 6 août 1901. 5 mois plus tard, le navire atteint le détroit de McMurdo, tout près de la barrière de Ross. Durant l'hiver 1902-1903, c'est la construction d'un camp de base à Hut Point. Le travail physique accompli par l'équipage est considérable dans des conditions extrêmes. Hut Point se trouve au nord du détroit de McMurdo, situé sur l'île de Ross et à proximité de la mer. On choisit cet endroit pour établir une base opérationnelle scientifique et logistique. L'endroit est accessible. Il est possible de naviguer à proximité avant le grand gel antarctique. En février 1902, une grande cabane en bois est construite avec des matériaux amenés à bord du Discovery. La cabane mesure 7 mètres par 6 mètres. Elle offre un abri terrestre et un entrepôt pour le matériel. Les murs sont épais pour se protéger du froid. On retrouve à l'intérieur des lits, des poêles au charbon, des tables de travail et des étagères pour les instruments scientifiques et tous les échantillons amassés. Malheureusement, la cabane est mal isolée et l'équipage préfère parfois dormir sur le Discovery, même en hiver. Durant la construction de cette grande cabane, les hommes ont été ralentis par le froid extrême. Le gel permanent a rendu l'assemblage du bois difficile. Le vent a soulevé les toiles et les bâches. Des chutes, des engelures et un grand épuisement a affecté souvent l'équipage. Le déchargement du matériel s'est fait dans les pires conditions. Les vivres, le matériel scientifique, les outils, les vêtements, le foin et la nourriture pour les animaux a été effectué sur la glace et la neige, sous des vents dangereux. Les vivres sont souvent enterrés dans la neige et recouverts de pierres, à l'abri des animaux. Dès l'installation du camp, des groupes sont envoyés pour explorer les zones autour du volcan Erebus, observer les colonies de manchots empereurs et relever des spécimens marins et terrestres. Les premiers relevés géographiques, météorologiques et biologiques sont effectués durant l'hiver 1902-1903. Toute cette période pour l'équipage est difficile. Il semble que les erreurs de jugement de Robert Falcon Scott vont être en partie responsables de ces difficultés. Le choix du site à Hut Point a été une erreur. L'endroit est exposé aux vents violents venus de l'intérieur du continent. Les rafales fréquentes sont responsables des difficultés de l'équipage pour la construction du site. Les malheurs vont s'accumuler. Le Discovery est emprisonné dans les glaces du détroit de McMurdo dès le mois de mars 1902. Toute l'expédition est bientôt prisonnière des lieux. La construction de la base est primordiale et la pression pour sa mise en service est énorme sur les épaules des travailleurs. La mauvaise gestion des rations, notamment la faiblesse en vitamine C,
commence déjà à poser problème. On note des signes précoces de scorbut dès la fin de l'été, bien que la maladie ne se manifeste pleinement qu'en 1903. Scott et son équipe ne sont pas encore expérimentés dans la vie polaire. La gestion des chiens de traîneau par Scott est mauvaise. Scott ne croit pas à l'utilité des chiens. Sa décision sera vivement contestée par la suite. Les vêtements adaptés au froid glacial de l'Antarctique ne sont pas à la hauteur. La chaleur à l'intérieur des cabanes est difficile à conserver. Scott apprend la vie dans l'Antarctique sur le tas. Il commet des erreurs logistiques qui le rattraperont un jour dans sa vie d'explorateur. En novembre 1902, Robert Falcon Scott, Ernest Shackleton et Edward Wilson vont tenter de s'approcher du pôle à pied et en traîneau à chien. C'est la première tentative britannique sérieuse pour approcher le pôle sud. Cette tentative se soldera par un échec, mais elle fera parler d'elle pendant longtemps. Ce sera le point de départ d'une énorme mésentente entre Falcon Scott et Ernest Shackleton. Scott est le chef de cette mission. Shackleton s'occupe de la logistique et du transport, pendant qu'Edward Wilson est le médecin et le naturaliste. Il est entendu au début que l'on va tenter d'aller le plus loin possible, mais qu'atteindre le pôle semble impossible avec les moyens limités de l'époque. Les trois hommes entreprennent une aventure où le manque d'expérience et les mauvaises décisions vont jouer contre eux. Les traîneaux à chiens sont mal utilisés. Le ravitaillement est limité. Les skis ne servent à rien alors qu'ils n'en maîtrisent aucunement l'usage. La navigation se fait à l'aide de sextants et de compas. Les trois explorateurs vont faire face à des températures variant entre -30 et -50 degrés Celsius. Les mauvaises décisions de Falcon Scott vont compromettre la santé de son équipe et ses relations avec ses compagnons, surtout avec Ernest Shackleton. Le départ est difficile. Les animaux sont mal nourris et les trois explorateurs ne savent pas comment les gérer. Les traîneaux sont lourds et mal équilibrés. Scott ne fait pas confiance aux chiens et les considère comme peu fiables. Il ne s'est pas formé sérieusement à leur utilisation avant l'expédition. En plus de la mauvaise alimentation, le harnachement n'est pas fait de la bonne manière et les bêtes finissent par s'épuiser. Beaucoup de chiens meurent ou deviennent inutilisables rapidement. Les conséquences sont terribles face à des vents forts, des blizzards et un terrain plein de pièges avec des crevasses. L'équipe doit tirer les traîneaux à la main, ce qui les épuise prématurément. Robert Falcon Scott révèle ses limites au début en tant que chef polaire. Après quelques semaines, le scorbut est maintenant de la partie. Scott, Wilson et Shackleton souffrent. Ils ont des saignements et sont épuisés. Une autre erreur a été commise. Les trois hommes n'ont pas de vitamine C dans leur alimentation, aucun fruit frais ou de bouillie en conserve. Leur alimentation se limite à 4000 calories par jour, alors qu'il en faudrait au moins 6000 pour soutenir un effort extrême jour après jour. Ernest Shackleton est le plus durement touché par le scorbut et bientôt il tombe gravement malade. La mésentente entre lui et Scott devient de plus en plus grandissante.
Scott a sous-estimé l'hostilité du plateau antarctique. Il n'avait aucune expérience du climat polaire. Il n'a prévu aucun plan de secours sérieux en cas de tempête ou d'épuisement. L'équipe est surprise par le froid extrême, les blizzards, et reste trop longtemps en expédition. Malgré la fatigue extrême et Shackleton qui est mal en point, Falcon refuse de faire demi-tour. Il veut se rendre le plus loin possible en battant un record de latitude, et ce, au détriment de la sécurité de ses compagnons. Scott commande à la façon d'un officier de marine, avec autorité, sans écouter ses compagnons. Shackleton propose parfois des alternatives plus souples, mais Scott rejette les suggestions. Le médecin Edward Wilson doit jouer les médiateurs. En janvier 1903, Scott décide de faire demi-tour. Shackleton, trop affaibli, ne peut plus tirer son traîneau. Scott et Wilson le tirent eux-mêmes pendant plusieurs jours. Ce moment alimente plus tard la tension entre les deux hommes. Scott considère que Shackleton s'est effondré. Shackleton se sent humilié. Le retour est difficile et périlleux. Les trois hommes parviennent à revenir au camp après 93 jours. Ils sont affamés, gelés, amaigris et malades. Scott prend la dure décision de renvoyer Shackleton en Angleterre. Ce dernier proteste vivement. Il affirme qu'il va se rétablir. Il veut prouver sa valeur. Mais Scott est inflexible. Shackleton doit retourner en Angleterre. La rupture entre les deux hommes sera durable, même s'ils continueront de s'échanger les politesses d'usage dans les années futures. Malgré tout, cette marche vers le sud demeure positive. L'expédition s'est approchée à 800 km à 82,17 du pôle, un record à l'époque. Il récolte des données météorologiques, glaciologiques et biologiques inédites. Il découvre la réalité du plateau polaire, jusqu'alors largement inconnu. Ils apprennent des leçons importantes sur la nutrition, les chiens de traîneau et la logistique polaire. Les erreurs de Scott vont lui servir de leçon pour les expéditions futures. En résumé, cette marche vers le sud est un exploit courageux et historique, mais entaché de graves erreurs de jugement et une marche coûteuse humainement. C'est une réussite technique et symbolique. 2000 spécimens zoologiques et botaniques ont été collectés. Une étude glaciologique, météorologique et magnétique. La découverte du plateau polaire antarctique et enfin la cartographie de nouvelles terres comme la terre Victoria, montagne transantarctique. Même sans atteindre le pôle, cette expédition marque le retour de la Grande-Bretagne dans la course polaire et Scott devient un héros national. Après son retour et la fin des expériences, Robert Falcon Scott doit faire face à une autre grande difficulté. Le retour de l'équipage et de Scott demeure impossible. Le Discovery est resté piégé dans les glaces depuis près de 2 ans. Arrivé en janvier 1902 dans le détroit de McMurdo, le navire est entouré par la glace depuis mars 1902. Il est impossible de le dégager car la glace est trop épaisse. L'équipage doit passer l'hiver à bord, puis un deuxième hiver en 1903-1904, ce qui n'était pas prévu. Scott a commis d'autres erreurs. Il a choisi un mouillage trop exposé. Le Discovery est ancré à un endroit où la mer gèle trop tôt et où la glace s'accumule.
D'autres endroits au nord auraient pu offrir une sortie plus rapide au printemps. Scott refuse de quitter l'Antarctique en 1903, alors que des navires de ravitaillement avaient proposé le rapatriement. Il voulait accumuler des données scientifiques et marcher le plus loin possible vers le sud. Pour lui, la mission n'était pas terminée. Sa décision a pris au piège tout son équipage, qui a été forcé de demeurer enfermé un deuxième hiver. Les glaces auraient pu broyer le Discovery. Une catastrophe a été évitée de peu. En janvier 1904, 2 navires sont envoyés, le Morning et le Terra Nova. Les marins utilisent des charges de dynamite pour briser la glace autour du Discovery. Après des semaines d'efforts, le navire est dégagé de justesse le 16 février 1904. L'expédition quitte l'Antarctique au tout dernier moment, avant que la glace ne se reforme. Malgré ses erreurs, Scott ne peut être blâmé pour tous les problèmes que l'expédition Discovery a rencontrés. À l'époque, la banquise était mal connue. D'autres explorateurs ont aussi été prisonniers des glaces, notamment Shackleton, lors d'expéditions futures. Scott a gardé le contrôle de la situation. Il a réussi à maintenir la survie et le moral de l'équipage. Il a commis des erreurs souvent dues à son inexpérience, des erreurs qu'il corrigera par la suite dans ses autres expéditions. En Grande-Bretagne, Scott devient un héros national. Il est fait commandeur par le roi. Son prestige le positionne comme figure de proue pour des expéditions britanniques. C'est le début de la légende de Robert Falcon Scott. Après son retour en 1904, Robert Falcon Scott est l'enfant chéri d'une nation. Il est un héros. Il marque cependant un temps d'arrêt pour les expéditions polaires. Il est fait commandant par le roi Édouard VII. Il reçoit de nombreuses décorations, notamment de la Royal Geographical Society. Il donne des conférences. Il publie son journal de l'expédition. Il devient une figure emblématique de l'Empire britannique. Il reprend du service dans la marine. Il est promu capitaine de frégate en 1906. Il est nommé directeur adjoint de l'enseignement naval à l'Amirauté. Et en 1909, il est promu capitaine de vaisseau. Ses postes sont honorifiques et administratifs, mais il consolide sa réputation dans la hiérarchie navale. Son conflit avec Ernest Shackleton est loin de s'apaiser. Ce dernier organise sa propre expédition, Nimrod, entre 1907 et 1909. Shackleton réussit à atteindre le 88e degré, plus loin que Falcon Scott, qui le félicite publiquement. Mais en privé, Scott est amer et insulté. Shackleton est en train d'usurper son domaine polaire. Il dira même « Cela devient presque personnel maintenant ». En 1908, il épouse Kathleen Bruce, une sculptrice brillante et indépendante, issue du milieu artistique. En 1909, ils auront un fils, Peter Scott, qui deviendra plus tard un célèbre naturaliste et fondateur du WWF. Ce mariage est heureux, mais très perturbé par les ambitions polaires de Scott, qui partira à peine 1 an après la naissance de son fils. En effet, Scott prépare une 2e grande expédition. Il veut redevenir le roi britannique du pôle Sud. Il continue de jouer un rôle majeur et déterminant
dans le lancement de l'expédition Terra Nova. Markham pousse Scott à reprendre l'initiative polaire après l'expédition Nimrod de Shackleton. Sir Clements Markham continue de jouer un rôle majeur et déterminant dans le lancement de l'expédition Terra Nova. Markham pousse Scott à reprendre l'initiative polaire après l'expédition Nimrod de Shackleton. Il voyait toujours Scott comme son protégé et Shackleton comme un rival indiscipliné. Il plaide activement auprès du gouvernement britannique et des sponsors privés pour financer Terra Nova. Il aide à lever environ 40 000 livres sterling, une somme colossale à l'époque. Il manipule habilement l'opinion pour faire passer Scott comme l'héritier légitime de l'Empire polaire. Sir Markham va même dévaloriser les exploits de Shackleton et l'empêche d'obtenir un second financement. Markham va même jusqu'à empêcher toute reconnaissance officielle à Shackleton pour son expédition Nimrod. Cela permet à Scott de récupérer le soutien exclusif de l'établissement londonien. Pendant ce temps, Scott prépare son expédition, qui s'appellera Terra Nova. Il sollicite des fonds privés, la Royal Geographic Society, l'Amirauté. Il souhaite une mission à la fois scientifique et impériale. Il sélectionne une équipe d'officiers de marine, de scientifiques et de civils, vétérans du Discovery et quelques nouveaux venus comme Oates, Evans et Bowers. L'expédition Terra Nova s'est déroulée entre 1910 et 1913. Elle est la seconde et dernière expédition antarctique sous le commandement de Robert Falcon Scott. Le but de cette expédition est d'atteindre le pôle sud géographique. Cette expédition demeure célèbre et l'une des plus tragiques de l'histoire de l'exploration polaire. Le 15 juin 1910, le navire Terra Nova quitte Cardiff en Angleterre. Le Terra Nova est un ancien baleinier qui a été modifié pour affronter les glaces, mais il se révèle lourd, lent et mal adapté pour une expédition de cette envergure. Falcon Scott s'est entouré de militaires. Lawrence Edward Grace Oates, un officier de cavalerie responsable des poneys et du matériel. Edgar Evans, expert en manutention et matériel, et de scientifiques. Edward Adrian Wilson, médecin, naturaliste et chef scientifique de l'expédition. Le docteur George Clark Simpson, le météorologue en chef de l'expédition, et de plusieurs marins d'expérience. Dès le début de cette longue traversée, le Terra Nova connaît des difficultés lors de tempêtes dans l'Atlantique Sud. Le navire est surchargé de matériel, de caisses de nourriture, de carburant et d'animaux. Le Terra Nova est trop lourd et mal équilibré. Au large de l'Espagne, l'équipage doit affronter une violente tempête. La houle submerge le pont. Plusieurs caisses de charbon sont emportées ou détériorées. Les animaux souffrent fortement du roulis. Certains chiens tombent malades et certains meurent. À cause de la tempête et de la surcharge, le Terra Nova consomme trop de charbon. Lors d'escale, Scott doit acheter du charbon. Le voyage est plus long que prévu et le budget de l'expédition explose déjà. Les animaux, surtout les poneys, sont logés dans des box ouverts au vent dans des conditions déplorables. Ils sont malades, affectés par le mal de mer, successivement par la chaleur des tropiques,
puis par le froid glacial de l'Antarctique. Falcon Scott arrive en Antarctique beaucoup plus tard que prévu. La mer est déjà recouverte de glace. Le Terra Nova est bloqué pendant 3 semaines. L'équipage doit travailler avec des pioches, des scies et avoir recours au dynamitage pour dégager le navire. Lors du débarquement, des poneys tombent à l'eau et meurent noyés. Des caisses de matériel sont perdues. L'expédition Terra Nova débute sous de mauvais auspices, avec les difficultés qui s'accumulent. De plus, Falcon Scott garde un secret. Lorsqu'il fait escale en Nouvelle-Zélande, il apprend par un communiqué que Roald Amundsen, un explorateur norvégien, l'a précédé dans la course pour le pôle Sud. Amundsen a préparé son expédition en secret, même vis-à-vis de ses commanditaires. Cette nouvelle est un véritable coup de massue pour Falcon Scott, mais il décide de continuer l'expédition et ne révèle cette nouvelle à l'équipage qu'à l'arrivée en Antarctique. Pendant que Scott débarque à Cap Evans en janvier 1911, Amundsen, un explorateur qui a déjà fait ses preuves, est déjà installé à la baie des Baleines, 100 kilomètres plus au sud. Il prépare silencieusement une logistique simple et redoutablement efficace avec ses chiens, des skis et des traîneaux légers. Scott ne modifie rien. Il croit fermement que sa mission scientifique est plus noble que celle d'Amundsen. Le Terra Nova atteint la barrière de Ross en janvier 1911. Scott installe son camp à Cap Evans, sur l'île de Ross. C'est le début des travaux logistiques, la construction de la cabane principale et du dépôt de vivres et de carburant placé en prévision du trajet vers le pôle. L'équipe demeure à Cap Evans pendant tout l'hiver polaire, soit de mars à août 1911. Des recherches scientifiques et des observations sont effectuées et on prépare les hommes, les bêtes et les traîneaux pour la grande expédition vers le pôle Sud. Le 1er novembre 1911, c'est le départ de Robert Falcon Scott, accompagné par 15 hommes. L'objectif est d'atteindre le pôle Sud géographique à plus de 1300 kilomètres au sud. L'expédition progresse avec plusieurs groupes de soutien, avec des étapes et des demi-tours planifiés. Ce groupe était conçu pour fonctionner en phase d'allègement progressif, où certains hommes reviendraient à intervalles réguliers après avoir aidé à tirer les traîneaux et laisser des dépôts. Malgré cette planification, cette marche vers le sud connaît d'importantes difficultés qui ont épuisé les hommes et compromis la logistique bien avant d'atteindre les zones les plus difficiles du continent. Les 2 motoneiges expérimentales qui devaient tirer les traîneaux sont tombés en panne et sont devenus inutilisables. Les poneys et les hommes doivent maintenant tirer les traîneaux. Les poneys de Mandchourie sont mal adaptés à la neige profonde. Ils ont été mal nourris et affaiblis par le voyage en mer. Leurs sabots sont mal adaptés. Ils s'enfoncent dans la neige et s'épuisent rapidement. Ils meurent tous d'épuisement avant le 300e kilomètre. La perte est énorme pour l'expédition. Ce sont maintenant les hommes qui doivent tirer les traîneaux. La barrière de Ross est recouverte de neige molle, difficile à traverser. Il fait anormalement chaud pour l'Antarctique à cette époque, environ -15 degrés, ce qui rend la neige plus molle
et plus piégeuse. La progression est lente, très fatigante et usante psychologiquement. La fatigue accumulée dès le départ fragilise tout le groupe. Le 4 janvier 1912, l'expédition se trouve sur le plateau du Haut Bert Moor. C'est une vaste étendue glacée au sommet du glacier géant, à environ 270 km du pôle sud. Les conditions sont déjà extrêmement rudes. Un froid intense, des vents, un air raréfié, en plus de la fatigue accumulée. Robert Falcon Scott prend une décision surprenante. Il veut partir avec 4 hommes pour atteindre le pôle sud. Le plan était de garder seulement 4 hommes, Scott compris, pour le dernier tronçon jusqu'au pôle sud. Scott ajoute ainsi un 5e homme, Henry Bowers, au dernier moment, sans l'avoir prévu dans sa planification initiale. Il justifie sa décision sans explication claire dans son journal. Cela déséquilibre l'organisation logistique. Les traîneaux étaient conçus pour 4 personnes. Les rations et les tentes prévues pour 4. L'espacement des dépôts calibrés pour un retour de 4 hommes et non pas de 5. Cette décision est souvent considérée par les historiens comme une erreur tactique majeure, même si elle semble motivée par l'esprit d'équipe ou la confiance personnelle envers Bowers. Le groupe final est composé de Robert Falcon Scott, Edward Adrian Wilson, le scientifique et confident de Scott, et le médecin de l'expédition, responsable scientifique, Henry Robertson Bowers, chargé de la navigation, des relevés des dépôts. Bowers est endurant, discipliné, jovial et très respecté. Lawrence Edward Grace Oates, un homme réservé, courageux, d'un humour très britannique, et finalement Edgar Evans, quartier-maître dans la Royal Navy, un homme fort, infatigable et compétent dans le maniement du matériel. Les 5 hommes entament ensemble le dernier tronçon de 270 km jusqu'au pôle sud. La marche finale vers le pôle sud de Robert Falcon Scott et de ses 4 compagnons se situe entre le 4 et le 17 janvier 1912. Les 5 hommes se trouvent au 87e degré sur le plateau polaire, avec une distance à parcourir de 270 km pour atteindre le pôle. Le groupe est déjà très fatigué. La nourriture et le carburant sont prévus pour 4 hommes et non pas 5. Le traîneau devient très lourd. Les étapes sont de plus en plus pénibles. Le matériel emmené n'est pas suffisant pour 5 personnes, ce qui crée une surcharge dès le départ. Les conditions climatiques du plateau antarctique sont entre moins 25 et moins 40 degrés Celsius, avec un vent de face constant. La neige est molle, ce qui rend la traction difficile, et l'altitude élevée de 2800 mètres complique la respiration de nos explorateurs. Au prix d'efforts surhumains, ils avancent entre 10 et 14 km par jour, ce qui est nettement inférieur aux premières prévisions. Henry Bowers prend des mesures de navigation dans des conditions extrêmes. Lawrence Oates souffre d'engelures aux pieds et de douleurs persistantes. Edgar Evans est en difficulté physiquement et montre des signes inquiétants d'épuisement.
Le 17 janvier 1912, Robert Falcon Scott parvient enfin à réaliser le rêve de sa vie. Il atteint le pôle. Mais une grande déception l'attend, lui et ses 4 compagnons. Il découvre avec horreur la tente d'Amundsen, plantée, et le drapeau norvégien solidement installé. Amundsen laisse un message. Le pôle a déjà été conquis. Falcon Scott constate que Roald Amundsen a atteint le pôle sud le 14 décembre 1911, soit 34 jours avant eux. Scott écrira dans son journal: « Le pire est arrivé. Toute la journée, un silence de plomb nous a enveloppés. Le moral était brisé, mais tous restèrent dignes et silencieux. Scott et ses 5 compagnons ont fourni un effort au-delà de leurs limites. Ils sont parvenus au pôle, mais ils sont complètement épuisés et à bout de force. Le retour s'annonce encore plus difficile et dangereux. Ne désirant pas demeurer dans cet endroit que Scott qualifie d'enfer, ils font demi-tour dès le lendemain, sans s'être reposés, car le temps se fait de plus en plus menaçant et les vivres sont tout juste suffisants. Ce retour annonce le drame qui va se produire. Ils sont trop fatigués et trop faibles pour revenir. » Le retour débute le 18 janvier 1912, avec 5 hommes épuisés physiquement et moralement. Le vent souffle de face. Le froid de moins 40 degrés est plus intense qu'à l'aller. La nourriture est insuffisante. Elle était prévue pour 4 personnes et non pas 5. Edgar Evans est le premier qui montre des signes inquiétants. Il souffre de désorientation mentale. Il chute à plusieurs occasions. Il se blesse à la tête et devient confus. Le 17 février 1912, il meurt d'épuisement au pied du glacier Baird Moor. Scott écrit dans son journal: « Evans s'est écroulé ce matin et ne s'est jamais relevé. Il est mort tranquillement dans son sommeil. » Lawrence Holtz souffre depuis des semaines de gelures aux pieds et de gangrène. Il souffre horriblement. Il ne peut suivre le rythme des autres. Il est ralenti et prend conscience qu'il met leur vie en danger. Au matin du 16 mars 1912, il décide de se sacrifier. Il sort de la tente pour mourir dans le froid. Il disparaît dans la tempête et ne sera jamais retrouvé. Scott écrit dans son journal: « Nous savions ce qu'il allait faire. Il fut un homme courageux et un gentleman. » Les 3 hommes restants ont encore 670 kilomètres à parcourir pour parvenir au camp, mais les conditions météo se détériorent. Ils avancent péniblement, mais ne peuvent plus rejoindre le dernier dépôt, One Ton Depot, qui se trouve à seulement 18 kilomètres. Les tempêtes incessantes les clouent sous leur tente à partir du 19 mars. Scott écrit le 29 mars: « Nous tiendrons jusqu'au bout, mais nous devenons faibles. Il fait terriblement froid. » Il écrira une dernière phrase: « Pour l'amour de Dieu, prenez soin de nos familles. » Les 3 hommes, incapables de sortir de leur tente, vont décéder entre le 29 et le 31 mars 1912. Le 12 novembre 1912, Edward Atkinson, à la tête d'une équipe de recherche, retrouve la tente des 3 malheureux et partiellement enfouie. Robert Falcon Scott est au centre, avec Wilson et Bowers à ses côtés. On décide de laisser leur corps sur place. On recouvre la tente de neige pour former un tombeau de glace. Les journaux de Scott sont retrouvés, soigneusement rangés et lisibles.
Scott a laissé des écrits lucides, dignes, courageux et soucieux de l'honneur. Ces mots, rédigés dans des conditions extrêmes, sont parmi les plus célèbres de l'histoire de l'exploration. Cette expédition devient une légende britannique, symbole du courage et du sacrifice héroïque face à un échec. La mort de Robert Falcon Scott et de ses 4 compagnons est confirmée en février 1913. Le Royaume-Uni entier est en deuil. Un héros vient de perdre la vie. L'expédition Terra Nova devient un mythe national et presque une légende urbaine. On l'aperçoit comme un exemple de courage, de loyauté et de sacrifice britannique. Les journaux de Falcon Scott sont publiés dans la presse anglaise, ce qui ajoute à sa notoriété. La tristesse est nationale. Un peuple entier pleure ses héros. Mais le pays ressent aussi une grande fierté. Les journaux, l'armée, la couronne salue la noblesse morale de ces hommes qui ont bravé courageusement les éléments de la nature. Winston Churchill dit que Scott et ses compagnons ont montré ce que l'Angleterre produit de meilleur. Le roi George V exprime un hommage royal et reçoit les familles. Les erreurs de Robert Falcon Scott lors de l'expédition Terra Nova sont reconnues de façon unanime par les historiens. Scott est responsable d'erreurs logistiques, stratégiques et d'un manque de jugement à l'occasion. Il a préféré les poneys de Mandchourie aux chiens de traîneau, pensant qu'ils seraient plus fiables. Les poneys s'enfonçaient dans la neige. Ils ont souffert du froid et avançaient lentement. Ils sont morts après avoir parcouru seulement 300 kilomètres, contrairement à Roald Amundsen, qui a utilisé ses chiens. Falcon Scott a choisi des motoneiges expérimentales qui sont tombées rapidement en panne. Les besoins caloriques sont sous-estimés par Scott face à des températures extrêmes. Ces hommes ont perdu du poids et se sont épuisés rapidement avec une immunité affaiblie. Les bidons d'huile utilisés pour cuisiner et faire fondre la glace ont fui avec des bouchons en liège qui se desséchaient. La décision d'emmener 5 hommes au lieu de 4 pour la dernière portion du voyage est une erreur énorme. La logistique était prévue pour 4 personnes. Le traîneau a été déséquilibré et la nourriture s'est avérée insuffisante. Scott a refusé d'utiliser les chiens, malgré les conseils de Cecil Mears, le conducteur de chiens. Il croyait naïvement que revenir à pied avec des traîneaux à la force humaine était plus noble. Pendant ce temps, Roald Amundsen revient au camp avec ses chiens, sains et saufs, en 99 jours, aller-retour. Scott est parti trop tard dans la saison, soit au début novembre. Le groupe est arrivé au pôle à la mi-janvier et a subi les pires conditions en mars. Au retour, Amundsen, lui, part 3 semaines plus tôt, en octobre, et il évite les pires tempêtes. Scott était rigide, hiérarchique, peu ouvert à l'improvisation. Il restait fidèle à son plan, même quand des signes avant-coureurs s'accumulaient. Cela contraste fortement avec Amundsen, un homme pragmatique, prévoyant et qui s'adaptait aux conditions difficiles. Scott est mort en héros aux yeux de son pays, mais avec le recul, ses décisions apparaissent comme les ingrédients tragiques
d'un désastre évitable. Malgré ses erreurs, Robert Falcon Scott demeure un grand explorateur. Il est décédé d'une manière héroïque, avec l'esprit du sacrifice, du devoir et la persévérance d'un homme prêt à tout risquer pour atteindre son but. Son courage et sa fidélité à ses compagnons ont transformé une défaite en épopée éternelle. Il n'est pas revenu, mais il a écrit son aventure. Il a raconté la mort de ses compagnons dans des messages de loyauté et d'amitié. Il est décédé dans une tente, dans un froid extrême, sans se plaindre. Il a attendu la mort dans un silence héroïque. Un siècle après sa mort, son nom continue de retentir au Royaume-Uni. Des générations d'explorateurs ont suivi ses traces. Scott écrira avant de mourir: « Si nous avions survécu, j'aurais raconté la grandeur de mes compagnons. Ces notes et nos corps parleront pour nous. » And finally tonight, a classic case of not judging a book by its cover. Librarians in Leeds found what looked like an unassuming photo album tucked away on a shelf. But it was actually a record of the Antarctic mission to rescue Captain Scott. And it shed whole new light on that daring rescue, as Chris Dawkes reports. Here it is. Incredible. So this is what I found on the shelves in our strong room. A unique gateway into British history. In 1901, Robert Falcon Scott, later known as Scott of the Antarctic, led his first expedition into Antarctica. When his ship Discovery ran into trouble the following year, it was rescued by another brave crew, the story of which has now been brought to life thanks to a 21st century discovery at the Leeds Central Library. It's a photograph album that documents the journey of the relief ship The Morning to Captain Robert Falcon Scott's expedition. It just really captures the camaraderie of the crew, the wildlife they discovered, and the whole journey really. Well, it was whilst conducting an audit here in the vaults beneath the Leeds Central Library that Rhiann stumbled across this unassuming book on the shelves. It was the spine that really caught her attention, and when she opened the book, well, she discovered a more than century-old time capsule. This is real history. This means something to us, and you can almost feel it and touch it. Adam Fowler is the great-grandson of Alfred Cheetham, who was a crew member on board The Morning in 1902. We've lived with the story of his exploits from the beginning of the last century, so to discover this is part of our history. Just how this book ended up in Leeds is itself a voyage into the unknown. Scott's story, of course, ended after his second expedition reached the South Pole. We now know a bit more about his first trip to the snow-covered depths of the Earth, thanks to these photographs, frozen in time for over 100 years. Chris Dawkes, ITV News, Leeds.